Dans la région de l'Est, le président de la CENI fait le bilan du processus électoral en cours. À ce jour, on dénombre plus de 438 000 personnes inscrites sur le fichier électoral et Maître Kéré d'afficher son optimisme quant à la bonne marche des opérations. Alexis Kaboré dit Yo-Yo est venu à bout de son challenger, confirmant ainsi sa bonne forme au terme des 12 rounds réglementaires. Le Burkinabé a une fois de plus remporté la victoire contre le Béninois Fatiou Fassinou. Retour dans ce journal sur ce combat qui a eu lieu dans la nuit d'hier au Palais des Sports de Ouagadougou. Et puis, l'invité de ce Midi Magazine est M. Rémi Danginou, homme de médias. Avec lui, il sera notamment question de la journée de la liberté de la presse commémorée à l'international demain, 3 mai. Il sera aussi question d'une initiative qu'il porte, Burkina Info. Bonjour à tous et bienvenue. Direction donc Fadan Gourma, dans la région de l'Est, la zone 5 du découpage du processus électoral. Le président de la CENI en visite de terrain dresse un bilan à mi-parcours de l'opération. Plus de 438 000 inscrits sur le fichier électoral à cette date. Quant aux opérations, elles se déroulent assez bien dans l'ensemble. Le point avec Diakalia Ouattara. Les opérations d'enrôlement biométrique au compte de la révision exceptionnelle du fichier électoral se déroulent bien dans la région de l'Est. C'est la confirmation faite au président de la CENI par les opérateurs de kits ce 1er mai 2015. Les difficultés que nous avons, nous arrivons à gérer pour le moment. Nous n'avons pas eu de difficultés au-delà en tout cas de nos forces. Voilà, nous avons un peu du matériel de l'échange. Dès que nous n'arrivons pas à dépanner, nous échangeons le matériel pour que le travail puisse avancer. Et l'influence est bonne pour une révision exceptionnelle. Les gens se sont fait enrôler en 2012, 2014 et cette année 172 en pleine ville. En 3 jours, cette opération de rattrapage a déjà permis d'enregistrer plus de 15 700 nouveaux inscrits. En ce qui concerne les 4 précédentes zones, la CENI fait un bilan à mi-parcours de près de 438 600 potentiels électeurs recensés. Et si ces chiffres traduisent à vos yeux un manque d'engouement des populations, Barthélemy Kéré décline la responsabilité de son institution. La CENI a engagé ce que nous appelons la communication institutionnelle. C'est-à-dire prendre les dispositions pour que tous les électeurs sachent à quelle date l'inscription va se faire dans leur localité. En principe, il n'appartient pas à la CENI de faire ce genre d'analyse. Moi, je crois que ce genre d'analyse appartient normalement à la classe politique. La région de l'Est constitue avec le centre-Est la zone 5 selon le déploiement de la CENI. Et les opérations d'enrôlement s'y poursuivent jusqu'au 4 mai prochain. En visite à Ouagadougou dans le cadre de ses activités, l'avocat malien Maître Mamadou Konaté, bien connu pour son engagement sur les questions de droit, a évoqué le code électoral adopté au Burkina. Il fait aussi une lecture croisée de la transition au Burkina et des autres pays africains, y compris le Mali. Pour Maître Konaté, les hommes politiques doivent assumer les conséquences de leurs choix politiques. Ce sont des propos recueillis pour nous par Paul David Bambara et Simon Gongo. Aujourd'hui, le code électoral ne donne pas la possibilité à des acteurs comme ceux-là de se retrouver sur l'arène politique aujourd'hui et de repartir comme si de rien n'était. Je pense que les hommes politiques doivent être conscients que l'action politique a pour corollaire aujourd'hui la responsabilité politique et que chaque faute politique doit faire l'objet de paiement cash. C'est une option qui a été faite au Burkina Faso, elle est salutaire. Et nous autres d'Afrique aujourd'hui, nous sommes assez à l'écoute du Burkina Faso, assez à l'écoute justement de l'évolution de cette option politique. Et la communauté internationale ne peut que regarder aussi. Bien évidemment, les questions de droit peuvent être discutées par-ci, par-là. Ce qui est le plus important aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même fondamentalement la souveraineté du peuple qui s'exprime par le biais d'options politiques. Et cela, nul ne peut le nier. Nul ne peut faire comme si cette révolution n'a pas été, comme si ce phénomène insurrectionnel aujourd'hui n'a pas fixé le cadre. Et le cadre, il est celui-ci. Il y a aussi que le Burkina Faso et les acteurs politiques burkinabés ont fait cette option fondamentale de révisiter de fond en comble le système politico-institutionnel et de corriger ce qui a lieu de corriger. De ce point de vue-là, je pense que le Burkina Faso est un exemple assez rare, un exemple aujourd'hui qui a tendance à aller jusqu'au bout. Ailleurs, nous avons vu des systèmes en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. On n'a pas eu
tout à fait la latitude de pousser jusqu'au bout. La réforme du code électoral est une première étape. Je pense que demain, les commissions qui sont mises en place aujourd'hui pour réformer de fond en comble le cadre constitutionnel, le cadre politique, le système politique aujourd'hui, le contrôle citoyen qu'il faut renforcer, tout ça fait partie des options aujourd'hui qui font la différence nette entre le Burkina Faso et tous les autres États. Et les décideurs politiques qui seront aux affaires dans quelques mois ne devront pas baisser la garde dans la lutte contre la corruption. Le RENLAC se positionne pour le rappeler. La 15e Assemblée générale du réseau a fait le bilan des luttes menées et dévoilé ses actions prévues pour poursuivre ces luttes. Un exemple, la reconnaissance de l'engagement des médias et la mise sur pied d'une structure sous-régionale contre la corruption. Le point avec Aruna Marie. Au cours de cette 15e Assemblée générale ordinaire, observateurs, organisations et membres d'honneur du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, ont passé à la loupe la vie de leur structure. Après avoir examiné le rapport d'activité et le rapport financier 2014 et traité de questions diverses, l'Assemblée générale s'est aussi penchée sur le budget et le programme d'activité de l'année 2015. Parmi les principaux chantiers à ouvrir par le RENLAC en 2015, il y a le suivi et la détection de la corruption au cours des élections, la contribution aux réformes en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption, l'organisation d'une rencontre sous-régionale qui pourrait aboutir à la mise en place d'une structure régionale de lutte anticorruption. Cette instance du réseau a également servi de cadre pour récompenser les meilleures œuvres journalistiques en radio et presse écrite. Ladi Bama, le lauréat 2014 du premier prix de la lutte anticorruption. Il reçoit 1 million de francs CFA, un trophée plus une attestation. C'est un grand honneur qui est fait à un travail qui a été fait depuis un certain nombre de temps. Et quand c'est dans ce genre de circonstances, on ne peut que heureux et plein de joie. Donc c'est vraiment d'abord ces sentiments-là qui m'animent en ce moment. Ensuite aussi, il faut dire que je ressens là aussi comme un appel à aller encore de l'avant, parce que c'est ça le défi qui est lancé à travers un tel prix. Tout en suivant de près l'interpellation d'anciens dignitaires du régime Compaoré, le RENLAC invite les autorités de la transition à vider tous les dossiers de crimes économiques et de sang. C'est demain 3 mai que sera commémorée la journée internationale de la liberté de la presse. Au Burkina Faso, le domaine de la presse écrite se bat depuis 20 ans maintenant pour son épanouissement par le biais d'une structure, la Société des éditeurs de la presse privée. Une grande conférence de rédaction en a réuni plusieurs à Koudougou pour dégager les perspectives de la société. Le compte-rendu de Jonas Wemba. Créée en 1991 pour défendre les intérêts matériels et moraux de la presse écrite privée au Burkina Faso, la Société des éditeurs de la presse privée, CEP, tient sa 20e Assemblée générale annuelle. C'est une instance statutaire qui offre une opportunité aux propriétaires et patrons de la presse privée, ici présents, de réfléchir sur la vie même de l'association et de débattre sur des questions relatives à l'accessibilité des intrants de fabrication des journaux. Cette Assemblée générale permettra aussi de jeter les bases d'un ancrage institutionnel de la CEP par la construction de son siège pour amener la société à jouer pleinement son rôle. S'il y a une relative liberté d'expression au Burkina Faso aujourd'hui, on le doit à un certain nombre d'organisations professionnelles de médias et particulièrement à la CEP qui a toujours été sur tous les fronts. Nous avons initié beaucoup de choses, notamment la défiscalisation des entreprises de presse, des lois sur le fonds d'appui à la presse. Nous avons eu beaucoup d'initiatives sur lesquelles les différents gouvernements nous ont accompagnés. Acteur clé dans la création de la Société des éditeurs de la presse privée au Burkina Faso, Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga, en a été le premier président. Une présidence successivement assurée par Feu Norbert Zongo de l'Indépendant, Boubacar Diallo du journal du Jeudi, Chérif Si du Benré et Loukman Sawadogo du journal du Soir, le président actuel depuis janvier dernier. Je vous le disais tantôt, l'invité de ce journal est M. Rémi Dandjinou. Bonjour.
Bonjour, Peggy. Alors, merci donc d'être sur ce plateau. Vous venez de le suivre dans le reportage qui vient de passer. Une liberté de la presse au Burkina relativement à qui seront le président du CNT qui est journaliste de profession. Quelle est votre perception de cette liberté-là ici au Burkina? Je crois que s'il y a une chose qu'on doit reconnaître au Burkina, quelle que soit la considération qu'on peut porter sur le régime Compaoré, c'est que les textes sur la liberté de la presse ont existé. Ils ont existé à la faveur de 98 et du meurtre de Sapui. Ils se sont renforcés et les journalistes burkinabés, les médias ont toujours eu le loisir à travailler avec une certaine liberté. Il est vrai que dans certaines conditions, c'était parfois de l'autocensure qui bloquait cette presse-là et qu'effectivement, la lourdeur et la pesanteur du régime qui est parti peut libérer encore plus les opinions. Mais je pense que les textes, en tout cas en eux-mêmes, sont peut-être parmi les meilleurs de la sous-région. Il y a des questions d'accompagnement sur lesquelles on peut discuter, notamment la question fiscale, la question de la formation des journalistes, notamment au niveau de la presse privée. Mais je pense que dans l'absolu, on ne peut pas avoir de meilleurs textes. On peut avoir de meilleurs textes, mais ceux du Burkina ne sont pas non plus mal. Preuve dans notre classement au niveau mondial en termes de liberté de la presse. Donc les textes, ils existent, mais qu'en est-il de l'applicabilité de ces textes-là? Non, je pense que les textes sont appliqués puisqu'on en jouit. Maintenant, il y a des aspects qui sont liés à cette effectivité-là. Il s'agit notamment de la nature spécifique de l'entreprise de presse. On a travaillé à un certain nombre de personnes sous la houlette du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw pour mettre en place la convention collective pour permettre à la presse privée de mieux fonctionner. On a parlé de la défiscalisation, mais au final, à l'exception de la convention collective, tous les autres engagements pris par le gouvernement n'ont pas été tenus. Et je pense aujourd'hui, à la faveur donc de la transition, un certain nombre de ces projets qui avaient déjà été écrits en termes d'arrêtés ou de décrets, mais qui n'atteignaient plus que la signature, ont été remis à l'ordre du jour, et je pense que ça peut améliorer les choses. Quel qu'il en soit, et ça je pense que tous les journalistes le savent, quelle que soit la liberté qu'on vous donne, c'est votre engagement personnel qui détermine les limites que vous voulez franchir. Le reste n'est plus que théorie universitaire, etc. Alors cette année, le Centre national de presse Norbert Zongo a choisi de faire un état des lieux et des perspectives des médias d'État. Et la question posée est médias d'État ou de services publics. Quelle serait votre réponse? Je pense que tout le monde pense que ça doit être des médias de services publics. Maintenant, comment on met ça en place, c'est un débat qui est important. Moi, j'ai la chance de faire partie de la commission des réformes au titre donc de la gestion des médias et les discussions portent sur ces éléments-là. Chacun peut avoir des idées. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de médias de service public. Il y a un paradoxe, c'est que les médias publics burkinabés, Sidoya, AIB, TNB, RTB, sont les médias où on a les journalistes quasiment les mieux formés. Et paradoxalement, les gens ne sont pas satisfaits du travail qui est fait. Alors, donc, il y a un problème dans leur tutelle administrative et dans la liberté qu'on donne aux journalistes de travailler. On peut arriver à un moment donné, je suis dans l'absolu, que le ministère de la Communication disparaisse pour que des journalistes s'assument en tant que journalistes avec une rédaction en chef qui aurait été élue par des pairs et puis une direction nommée par un conseil supérieur de la communication, comme le CSA, par exemple, le fait pour les médias de service public en France. C'est peut-être l'extrême, mais quoi qu'il en soit, nous devons retravailler à donner une place importante aux médias de service public. Parce que nous, on est dans une logique, nous les privés, de rentabilité. Et parfois, cette rentabilité-là peut biaiser le service public, même si on en fait une partie. Et il est important donc d'assurer à la télévision nationale, à Sidoya, à la radio nationale, à l'AIB, un minimum pour qu'effectivement tous les Burkinabés aient accès à ces médias-là comme canaux pour s'exprimer, mais canaux également pour recevoir une information juste et équilibrée. Et nous, on en sait quelque chose avec les événements qu'on a subis en octobre dernier. Alors, il y a quelques jours, le Conseil supérieur de la communication a procédé à la signature de conventions de concession de services publics de radiodiffusion avec des promoteurs d'entreprises de presse. Alors, en quoi est-ce que consiste cette appellation, signature de convention de concession de services publics, puisque vous-même, vous étiez? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a un certain nombre de promoteurs, je pense que c'est 5, qui avons obtenu, dans le cadre du passage à la TNT, d'entrer dans le premier multiplexage. Et donc, nous avons postulé avec des contenus de programmes précis. Et ces contenus de programmes-là sont soit du divertissement, soit de l'information, mais nous obligent également à un certain nombre d'actes réglementaires mis en place par le CSC. Et c'est pour
codifier cet engagement avec nos contenus, mais avec également le respect des dispositions mises en place par le CSC, en termes notamment d'équilibre de l'information, en termes de pluralité, en termes des tranches publicitaires, etc., que ces conventions-là sont signées. Voilà. Alors, donc, vous êtes un promoteur d'un média de presse qui s'appelle Burkina Info, ce n'est pas un secret. En quoi est-ce que consiste justement, qu'est-ce que c'est que Burkina Info? Alors, nous avons en 2013 postulé dans le canal de faire une chaîne d'information. Dans l'espace burkinabé, il n'y a pas de chaîne à information continue. C'est vrai que dans le contexte africain, faire une chaîne d'information continue peut être risqué. Donc on a fait ce qu'on appelle de l'information et du divertissement informatif. Mais Burkina Info donc se positionne comme cela. Et nous avons obtenu cette licence-là, cette autorisation en 2013. Et nous avons, avec l'accord du CSC, décidé d'avoir une diffusion satellitaire à partir de janvier pour anticiper sur le passage à la TNT. Étant donné que l'un des éléments clairs que tout le monde sait pour la TNT, c'est qu'il n'y a plus d'antenne de diffusion. Il n'y a qu'un contenu qui doit être transmis à la société burkinabé de télédiffusion et qui va se charger de la porter aux téléspectateurs. Donc nous faisons la même chose. Nous envoyons notre signal sur un satellite, quitte maintenant aux téléspectateurs de le prendre par des antennes paraboliques ou de le reprendre par les bouquets MMDS qui le rediffusent à travers le pays. Et est-ce que la TNT qui ne sera pas appliquée cette année peut influer un peu sur ce projet-là? Je pense que ça va poser un problème et nous avons, un certain nombre de promoteurs, rencontré le ministre pour poser la problématique. Vous savez, lorsqu'on dit à des entrepreneurs, parce que l'entreprise de presse est une entreprise comme les autres, que vous allez être effectif en juin 2015, ces personnes-là vont voir des banquiers, ces personnes-là prennent des engagements et elles se disent on va pouvoir commencer en 2015 et on va rembourser avec un délai de grâce. Mais quand on leur dit que ça va se faire plus tard et qu'on ne précise pas quand, il y a nécessité de les accompagner pour trouver une solution. Parce que l'engagement qui est pris par l'État, qui est une continuité, c'est que la TNT se fasse le 17 juin 2015. Et les promoteurs sont partis sur cette date-là. Donc nous avons décidé d'anticiper en allant sur les satellites. N'empêche que pour beaucoup de promoteurs aujourd'hui, il y a une véritable difficulté à ce que l'État ne respecte pas cet engagement qui est le 17 juin 2015 là. Il faudrait donc trouver le moyen d'accompagner ces entreprises-là pour ne pas qu'elles soient dans des situations véritablement difficiles dans les mois qui suivent. Alors, c'est donc une initiative qui apporte une pluralité dans la presse audiovisuelle nationale, chère donc à la notion même de liberté de la presse. Alors, dans ce contexte, comment se positionne Burkina Info? Plutôt dans un esprit de compétitivité ou autre? Mais on est dans des entreprises et donc on est forcément en compétition. Mais aujourd'hui, penser qu'on peut avoir l'audimat le même de 6h à 22h, c'est mentir. La loi de la télécommande s'impose à tous les organes de presse. Donc nous avons choisi de faire de l'information en continu, donc de 6h à 20h, et après de faire du divertissement informatif. Mais pour nous, on est en compétition sur l'information. On va se positionner pour faire un 20h comme vous. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on peut avoir... mais je pense que c'est surtout aussi le fait que nous nous inscrivons dans une logique de dire il faut que les Burkinabés apprennent à regarder leur chaîne d'information pour avoir l'information nationale et pour avoir également l'information internationale. En ce sens-là, vous avez un réseau télévision nationale plus large que le nôtre. Nous avons envie, nous, de toucher un certain nombre de points. Ça va se faire, mais chacun trouvera son compte. Donc, je pense que les médias sont plus dans une compétition entre privés parce qu'on a besoin d'avoir des subsides, mais dans une complémentarité pour donner aux Burkinabés ce droit à l'information, cet accès à l'information et cet accès à l'expression qui est un droit fondamental garanti par notre Constitution. Alors, je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui voudraient savoir que devient Canal 3. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit au propos, moi j'ai postulé, donc j'étais obligé de partir de Canal 3. Cette télévision, malheureusement, a connu un certain nombre de problèmes qui, semble-t-il, étaient liés également à ma personne. Mais comme j'étais déjà parti, j'ose espérer que dans les mois qui viennent, ils vont trouver une solution parce que quand même, depuis mon départ, il ne fonctionne plus. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important que Canal 3 reste dans le paysage médiatique burkinabé parce qu'elle a joué, cette télévision, un rôle majeur, notamment dans les centres urbains de Boué et Ouagadougou, dans la mise en place d'une opinion publique et dans la possibilité que les gens ont eu de s'exprimer. Maintenant, les questions de gestion des ressources humaines, des questions des personnes, aux actionnaires de trouver la solution. Vous, en tout cas, vous êtes parti à Burkina Info. Oui, je suis à Burkina Info. D'accord. Merci beaucoup, M. Danjinou. Merci. Pour répondre à toutes ces questions. Alors, la suite de ce journal à présent, refuser la fatalité et la marginalisation, c'est par l'apprentissage qu'ils veulent relever le défi. Ce sont 30 jeunes handicapés visuels qui reçoivent une formation sur l'entrepreneuriat. Le Comité national des jeunes aveugles, initiateur de la session, veut préparer ces jeunes à monter leur
projet, à le manager et puis, pourquoi pas, à créer de l'emploi. Hortense Evelyne Yelemou s'est intéressée à l'initiative et voici son reportage. Pendant 3 jours, ces jeunes aveugles étudiants, pour la plupart, seront à l'école de l'auto-emploi. Élaboration, management, suivi et gestion des projets, voilà le menu de leur formation organisée par le Comité national des jeunes aveugles. Nous allons faire en sorte que, après cette formation, ces jeunes-là puissent élaborer leurs propres projets, puissent bien gérer leurs propres projets, afin qu'ils puissent connaître une certaine autonomie financière. En ce jour 1er mai, fête du travail où l'auto-employabilité des jeunes est plus que d'actualité, le bien fondé de cette initiative est sans appel. Cette frange de la jeunesse, toutes les personnes handicapées aujourd'hui qui prennent à bras le corps cette problématique-là, pour moi, directement, ça me touche dans la mesure où je pense qu'en tant que jeune, c'est une prise de conscience et que nous devons travailler à ce que cette question soit résolue. Bien sûr, nous devons avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans le cadre du travail, et également faire la pression, faire un lobbying auprès des autorités, afin que la question de l'employabilité des personnes vivant avec un handicap soit effective au Burkina Faso. Première d'une série, cette formation devrait s'étendre à d'autres jeunes handicapés visuels dans le domaine de la menuiserie, de la soudure et de l'artisanat. Les personnes du 3e âge aussi font l'objet d'une attention particulière cette fois de la part de l'association Arc-en-Ciel. La structure veut colorer joyeusement les dernières années de vie de ces personnes qui, pour la plupart, sont des laissés pour compte. C'est ainsi que plusieurs artistes, musiciens et humoristes ont presté gratuitement au cours d'une soirée tenue à Ouagadougou. Boum Ernest Nébier. Une soirée culturelle pour soutenir les personnes âgées de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Arc-en-Ciel qui fait de la lutte pour le bien-être de la personne âgée sa raison d'être. L'initiative est venue à partir d'un constat que nous-mêmes nous avons fait, que ici on parle beaucoup de la femme, on parle beaucoup des enfants, on mène beaucoup de choses pour la jeunesse, nous représentons, mais il n'y a pas beaucoup de volets vers la personne âgée. Et nous pensons que ce sont des gens qui sont vraiment très importants pour notre société, parce qu'on dit qu'en Afrique, les traditions se transmettent par voie orale. Et les transmetteurs de ces voies orales aussi, ce sont ces personnes âgées. Et si nous les laissons terminer leur dernier jour dans la souffrance, dans l'isolement, dans la précarité, c'est un peu décevant. La soirée a été marquée par des prestations d'artistes, musiciens et d'humoristes burkinabés. La projection d'un film documentaire réalisé par l'Association sur la vie des personnes âgées du quartier Wapassi de Ouagadougou a également touché le cœur des spectateurs. Environ 360 000 francs CFA, c'est la somme qui a été récoltée au cours de cette soirée. Elle est destinée à soutenir les personnes du 3e âge démunies de Wapassi. L'occasion a été saisie par la présidente de l'association pour inviter l'État et toutes les personnes de bonne volonté à soutenir les personnes âgées. On lance vraiment cet appel de tendre l'oreille, de prendre notre cri de cœur en compte et de secourir ces personnes. Parce que quand une vieille personne de 90 ans pleure la faim, vit avec 150 francs par jour, c'est un peu alarmant. Cette œuvre salvatrice de l'association Arc-en-Ciel ne s'arrêtera pas au quartier Wapassi. Des soirées culturelles seront organisées pour venir en aide aux personnes âgées des autres quartiers de Ouagadougou. Après la capitale, l'association fera le tour des provinces du Burkina. Les valeurs de la religion musulmane ont enseigné en ce moment à Ouagadougou des centaines d'imams et prêcheurs de la communauté islamique de la Tidjania en s'attache sur l'importance de l'unité des musulmans et du raffermissement de la foi. Les apprenants sont du reste issus de plusieurs villes du Burkina et d'Afrique. Les précisions dans ce reportage de Draman Guéné. Ces imams et prédicateurs de la communauté Tidjania sont à l'école de la foi. Durant 4 jours, ces leaders vont se familiariser avec les notions diverses concurrent au renfermissement de la foi islamique et de la paix. La formation de plus de 200 imams. Et que derrière chaque imam, il y a 200, 300, 500,
voire 1000 fidèles. Tout dépend de la taille de chaque mosquée. Et qu'à l'intérieur de ces fidèles-là, 80% c'est la jeunesse. Et vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir. Et ce séminaire va apprendre à ces fidèles-là ce que c'est que l'islam, qui est une religion de tolérance et de paix. Chargés de l'éducation morale et spirituelle des populations, ces imams et prêcheurs sont ici appelés à promouvoir l'unité musulmane dans les différents lieux de culte. Il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas nous entendre. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, il faut que nous nous réunissions pour chercher où se trouve la raison pour que les musulmans ne puissent pas faire l'unité. C'est le thème de ce séminaire qui veut que nous puissions voir pourquoi nous n'arrivons pas à faire l'unité. Nous allons profiter de la présence de plus de 200 imams, dont la quasi-totalité a fini avec le Coran, pour leur demander de prier et de faire des bénédictions pour notre pays, pour la paix, qui est la richesse principale de notre cher pays. Ce séminaire de formation est initié par la communauté islamique de la Tigania du Burkina Faso. Plus de 200 dignitaires religieux sont concernés, avec pour objectif une communauté musulmane homogène. On en vient à ce combat de boxe qui a fait vibrer le palais des sports de Ouaga 2000 dans la soirée d'hier. Alexis Kaboré Dioyo reste le champion international WBC catégorie Super Coq. Il a conservé sa ceinture en battant au point Benoît Fassinou Fatiou. Les temps forts de cette rencontre avec Jérôme Tiendrobogo. C'est un bon stratège que Yoyo s'est imposé au terme des 12 rounds devant Fassinou Fatiou. Swing, le champion en titre, s'aperçoit très vite que son challenger était non seulement technique, mais aussi encaisseur. Yoyo comprend alors qu'il lui faut négocier une victoire sur la durée, malgré les appels au chaos d'un palais des sports comble et acquis à sa cause. Souvent sur la vague, parfois dans le creux, mais toujours acclamé par ses supporters, l'étalon Super Coq a su exploiter les différentes situations. Et c'est à l'unanimité que les 3 juges togolais, nigérians et français ont tranché à sa faveur. Un verdict qui lui permet de conserver pour la 3e fois ceinture WBC acquise en 2013. Yoyo a offert au Burkina une victoire de prestige. Mais des victoires, les supporters des étalons en ont savouré à satiété. En combat de levée de rideau, catégorie lourd léger, Jules Kaboré a dominé le Ghanéen Yaro Kwabena jusqu'à ce que son coach jette l'éponge au 7e round. En super welter, 3 reprises auront suffi à sous-toquer Patrice pour contraindre cet autre Ghanéen, Charles Tété, à l'abandon. Son compatriote Joël Sarba a fait légèrement mieux en atteignant le 4e round avant d'abandonner le combat sous les coups du python Boniface Kaboré. Quatre combats, 4 victoires, 100% de réussite donc pour les étalons boxeurs qui récoltent là les fruits de leur travail en cette soirée de la fête du travail. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.